Allez, c'est parti. Salut les gars. Je sais pas si vous m'entendez. Allez, c'est parti. Salut les gars. Je sais pas si vous m'entendez. Par contre, moi, je m'entends en double, donc ça fait chier. Ah bah oui, forcément, si j'ai mis... Voilà. Voilà. Alors dites-moi si vous m'entendez, si tout va bien, si yes, on t'entend. Salut, on t'entend nickel. Salut à tous, salut les gars. J'ai vu donc salut Olympia 9, salut Ali, tout ça. Ryan, n'hésitez pas à vous sub pour obtenir vos magnifiques émotes. Et oui, il est toujours là un petit peu pour faire le service après-vente, Ryan. C'est un peu le bordel, le chat comme ça au-dessus. Bon, c'est une première. Alors, il fallait aussi que je change un petit truc parce que machin, c'est pas ça, c'est pas ça. Hop, attendez, il y a une petite merde sur l'image. Hop, on va changer ça. Je vous avoue que Twitch, c'est nouveau pour moi. Donc je suis pas sûr de tout bien faire, surtout sans Ryan en fait. Je suis vraiment comme Bambi qui apprend à marcher seul là. Je sais pas comment ça marche. Donc non Flotov, il y a que moi et qui attend un code de Benjamin FCM qui ne me répond pas. Donc on va partir ensemble. Donc on va enlever peut-être ce petit truc là. Alors, je vous explique un peu le concept. Dites-moi si la musique elle est pas trop forte derrière, parce que j'ai mis une petite musique derrière. Je sais pas si c'est trop fort, c'est pas trop fort. Tout va bien se passer, Mourad. T'es le boss. C'est toi le boss, Ryan. Tout le monde le sait, à part Titi. Mais bon, Titi c'est un autre style de boss. Voilà, ok. Alors, on n'entend aucune musique. Bon ben, c'est pas mal. Donc ça veut dire, voilà. Vous l'entendez maintenant? Vous entendez la musique derrière? Parce qu'il y a 2201-2014 qui me dit qu'il n'entend pas de musique. Bon après, sinon on s'en fout de la musique en fait. Hein, c'est pas très grave. Bon, on n'entend pas la musique. Ouais. Bon, c'est ce logiciel de merde. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Pas besoin de musique. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, comme je l'ai mis en titre, le concept c'est de faire une revue de presse. Donc, c'est-à-dire Akira Tori qui me dit très très basse, légèrement. Ouais, bon, c'était un petit peu le truc, quoi. C'est pour un peu accompagner, mais ouais, bon, on s'en fout de la musique, c'est pas grave. Alors, le concept de cette revue de presse, c'est pas de faire une revue de presse, ça grésille un peu, mais ça va. C'est pas de faire un truc dans l'actu. On fait beaucoup de choses déjà sur l'actu, sur FCM, donc je voyais pas trop l'intérêt de continuer à faire un programme sur l'actu. Et ce que je voulais, c'est de passer à un truc un peu plus général, qu'on parle d'articles de fond ou alors de problèmes de fond liés à des infos qui sortent, ou en tout cas qu'on analyse un petit peu l'actu de l'Olympique de Marseille en prenant notre temps. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On est là pour prendre notre temps et puis et puis pour lire les articles, pour en discuter ensemble, et puis échanger surtout, tous ensemble, c'est ça qui compte. Donc je vous avoue que je vais sans doute avoir quelques bugs parce que je suis complètement, je suis un boomer. En fait, il faut le dire, avec tout ce qui est Twitch, etc. Je suis un gros boomer, donc je vais faire le boomer. On me dit dans le fond, on entend un grésillement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui entendent un grésillement? Parce que ça, c'est un petit peu embêtant s'il y a un grésillement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que, voilà, si je coupe, si un newbie, pas un boomer. Ouais, merci, c'est gentil, c'est gentil, c'est ce que me dit le chat. Euh, Bon, et le son, il est comment, les amis? Si vous pouvez me dire sur le chat, ça m'intéresse de savoir. Almada, c'est vrai cette histoire ou pas? Bah, écoute, Almada, apparemment, il est bien suivi par l'OM, mais après, est-ce qu'il va vraiment signer? On n'en sait rien. Ladou Nouyance qui nous dit c'est le bruit de fond, c'est pas gênant. Ouais, c'est peut-être le bruit parce que j'ai la fenêtre ouverte, c'est-à-dire que il fait chaud. Enfin non, il fait pas très chaud aujourd'hui, mais on est plutôt bien. On est plutôt au frais, je vous avoue que là avec la fenêtre ouverte, on est au frais. Donc le son ça a l'air d'aller.
Alors, je vous fais un petit peu le programme, les gars, de ce dont on va parler aujourd'hui. Peut-être aussi que mon micro est un peu fort, je peux peut-être le baisser un petit peu sur la télé, parce que Akira Tori nous dit sur la télé ça passe, mais pas sur le téléphone. Ok, vous me dites en tout cas, et Dark Matico qui nous demande si ça sera en rediff sur YouTube. Oui, ça sera en rediff sur YouTube. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De quoi est-ce que je vais parler et de quoi est-ce que vous allez discuter avec moi puisque je suis seul. Voilà, comme l'a dit quelqu'un avant de lancer le truc, il y aura personne pour me couper. Donc là, je pourrais faire tranquillement mes monologues de 55 minutes. Personne va me dire ah putain il faut aller plus vite. Alors je regarde parce que j'avais un truc pour me connecter sur Twitch sur le navigateur. Ben devait m'envoyer un code. Bon ben Ben fait autre chose. Vous vous rendez compte, le mec il travaille même pas jusqu'à 21h07. C'est une honte, on le répétera jamais ensemble. Alors, est-ce qu'on va enfin passer à ce satané budget ou est-ce qu'on va continuer à raconter des conneries? On va passer à ce budget. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? On va d'abord parler de cette histoire de budget. Parce que parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais hier il y a eu cette histoire de budget qui est apparue, c'est-à-dire que Sportune a fait un article sur le budget de l'OM, le budget prévisionnel de l'OM, et que donc ça a relancé bien des théories sur la vente, sur plein de choses, et on va discuter donc de ce qu'est cet article, on va le lire et puis on va en discuter ensemble avec avec d'autres chiffres, avec les chiffres des années précédentes, pour un peu comprendre pourquoi il nous manque pas mal d'informations en fait dans cet article. C'est-à-dire que on peut pas simplement dire budget prévisionnel et puis débrouillez-vous. Non, il manque beaucoup d'informations, donc on va discuter de ça. Et c'est pas des informations top secrètes, hein, c'est des informations qui sont à la disposition de tout le monde. Et comme vous le savez, j'ai passé pas mal de temps un peu sur les comptes de l'OM il y a quelques années, donc j'ai un petit peu une certaine approche, on va dire, de tout ça. Et puis je me suis surtout souvent trompé. C'est-à-dire que faire de la comptabilité, c'est pas fun. C'est vraiment pas fun, quoi. Il y a des tas de trucs où tu te trompes, il y a des tas de trucs où il faut connaître le terme exact, il faut aller demander à des comptables, est-ce que ce terme exact, ça veut vraiment dire ça? Et puis après, il faut rechercher et puis repartir vers le comptable, dire ah oui, mais ok, mais j'ai vu que ça pouvait dire ça. C'est vraiment pas facile la comptabilité, surtout de la comptabilité à ce niveau-là. Alors, on va passer une grande partie donc sur le budget. Ensuite, on va parler de notre ami Conrad de la Fuente avec un article d'Eurosport qui est écrit donc par Tracy Rodrigo et qui est à mon avis intéressant parce qu'il y a notamment son premier entraîneur au Barça B qui parle de lui. Donc on va voir un petit peu ça et puis ensuite on discutera un petit peu de différentes sources pour aller chercher des infos, pour aller chercher de la presse et même de la presse gratuite ou presque, mais de la presse en tout cas de qualité. Et voilà, c'est un petit peu de ça dont on va discuter. Mehdi qui dit très bel hommage à Akhenaton Mourad. Je vous avoue que j'ai cherché un t-shirt, un maillot à mettre pour ce live et puis j'ai vu ça dans mon placard et je me suis dit c'est le jour ou jamais, même si apparemment il semble être sorti de l'hôpital et tant mieux, on en est ravi parce qu'Akhenaton, je vous avoue que j'écoute plus trop IAM depuis une dizaine d'années, mais quand même c'est quand même c'est un monument quoi. Donc voilà. Bon, premier tunnel. Je vais boire un peu de thé et on va y aller. Alors dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de budget? Dites-moi un petit peu dans le chat si ça vous dit quelque chose, si je vous dis le budget de l'OM qui a explosé. Est-ce que vous avez entendu parler de cet article? Salut Mourad, tu parleras aussi de la création de OMA. Non, j'ai vu passer ça. Alors PM Espat qui me demande si je vais parler de la création de OMA, LLC, OMB, LLC. Il me semble même qu'il y a un OMC. LLC, mais j'ai pas encore creusé le sujet, donc je peux pas en parler. Mais en effet, c'est le genre de sujet qui est intéressant. Voilà. Alors sur le budget, voilà, vous êtes plusieurs à me dire oui, 250 millions. J'ai entendu 250 millions comme l'année dernière, etc. Nuno Moon qui nous dit oui, l'OM est passé de 140 millions à 250 millions d'euros de budget, soit du 4e au 2e de Ligue 1.
Eh ben, c'est de ça dont on va parler. C'est exactement ça, le cœur du problème. Parce que soit l'information de Sportune ou alors la manière dont elle est présentée est lacunaire, on va dire qu'il manque, il manque des choses dans la manière dont est présentée cette information, soit les années précédentes, les dirigeants de l'OM marchaient complètement sur la tête. Et je veux bien qu'ils marchaient complètement sur la tête à certains niveaux, mais là, on va voir comment c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on compare avec les années précédentes, cette information n'a aucun sens. Donc, on va d'abord aller sur le fameux article, l'article de Sportune. Voilà, donc Sportune, on va lire ça. OM, un budget prévisionnel historiquement record pour l'OM. Beaucoup d'OM. Un budget record. Il manque c'est ce que prévoit l'Olympique de Marseille pour couvrir sa saison 2021-2022 en Ligue 1, couplée d'une campagne en Ligue Europa. C'est ce que révèle l'AFP à ce propos, qui estime à 250 millions d'euros le budget prévisionnel du club phocéen, propriétaire de l'homme d'affaires américain Frank McCourt sous la présidence de Pablo Longoria. 250 millions d'euros, l'estimation du budget de l'OM. L'estimation. Dans le contexte actuel, c'est doublement remarquable. D'une part, avec l'incertitude sur la présence du public et celle liée aux droits de l'audiovisuel à long terme, et car le club marseillais est chaque année déficitaire depuis le changement à sa tête. Bon, c'est donc que Frank McCourt soutient toujours et de façon franche l'équipe que d'aucuns imaginent bientôt vendre. À 250 millions d'euros, l'OM aura le deuxième budget le plus conséquent de la saison 2021-2022 de Ligue 1, après le Paris Saint-Germain à 500 millions d'euros environ, à égalité avec l'Olympique lyonnais. En 2020, le budget prévisionnel était estimé 2 fois moindre, mais au bilan, l'Olympique de Marseille a dépensé le double qu'escompté initialement. Cette fois, c'est Pablo Longoria qui œuvre et décide pour sa première intersaison à la présidence. Bon, alors d'abord l'AFP. L'AFP, vous savez comment ça fonctionne un petit peu l'AFP. Alors je vois que Ryan fait les merci. Je suis désolé si je vois passer des subs, tout ça. Promis, je vous assure que je suis très heureux de ça, mais je les vois pas passer. Alors l'AFP, d'abord comment ça fonctionne l'AFP? L'AFP c'est l'agence France Presse, c'est-à-dire que quand un journaliste de l'AFP, par exemple notre ami Emmanuel Baranguet, qui travaillait sur l'Olympique de Marseille et sur Marseille en général, il écrit une dépêche. Cette dépêche, il l'envoie à son bureau et son bureau l'envoie à tous les médias qui ont souscrit au fil AFP. C'est-à-dire que si demain, nous, Football Club de Marseille, nous souscrivons au fil AFP, on reçoit la dépêche AFP. Ce qui fait qu'il y a souvent le même article dans plein de titres de presse. Parce que c'est même une spécialité qu'on vous apprend en école de journalisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bâtonnage. Vous recevez des dépêches AFP et ce que vous devez faire, c'est un petit peu les retaper, les retravailler et puis boum, vous publiez et l'article va souvent être signé dépêche AFP ou alors ce sera avec l'AFP ou machin et l'AFP. Mais dans tous les cas, lorsqu'une info de l'AFP sort, elle est reprise de partout. Là, il n'y a aucune reprise. Alors d'où ça vient, ces 250 millions d'euros? Parce que j'ai vu donc que ça discutait un petit peu de la source. Il y a notre ami Damien Dole, qui est journaliste à Libération, qui sur Twitter, lui, pensait que ce n'est pas une dépêche, mais uniquement une ligne dans la fiche de Marseille sur l'AFP, donc entre la capacité du stade et le palmarès. C'est-à-dire que ce serait quelque chose vraiment... indicatif quoi. Limite c'est un truc indicatif. Bon, on ne sait pas si c'est ça, s'il y a autre chose, mais en tout cas on a un peu du mal à voir autre chose. Donc première chose, c'est l'AFP qui dit ça, c'est repris nulle part. C'est un peu bizarre. Ensuite 250 millions d'euros et on nous explique que le budget donc il a presque doublé. Et dans un autre article qui a été fait aujourd'hui, donc 4 août, on explique les budgets des clubs de la Ligue 1 saison 2021-2022. Et là, voilà, des chiffres en baisse, mais ici, on a quelques contre-exemples existent toutefois, l'Olympique de Marseille notamment, que l'on a pu redécouvrir particulièrement actif et attractif sur ce mercato.
pour que Pablo Longoria dispose de tels moyens, il a fallu que l'actionnaire Frank McCourt remette au pot initial. Ok. Et ensuite, on a un classement des budgets de la Ligue 1 pour cette saison, et on voit que l'Olympique de Marseille, plus 100 millions d'euros dans le budget, donc formidable. On se dit très bien, donc ça veut dire que l'Olympique de Marseille a plein de thunes, qui a un budget énormissime, et qu'avant il n'y avait pas de thunes, et qu'en plus les fameuses phrases un petit peu comme Franck McCourt a remis au pot, et ce genre de choses. Bon, alors quel est le problème avec cette info? C'est que qu'est-ce que c'est un budget prévisionnel tout d'abord? Qui a un budget prévisionnel? Le budget prévisionnel, à la limite, la DNCG va l'avoir. À la limite, dans les bureaux de l'Olympique de Marseille, ils vont peut-être avoir un budget prévisionnel. Mais l'Olympique de Marseille ne communique jamais là-dessus. Et il n'y a aucun document officiel qui est le budget prévisionnel. Ça n'existe pas. Mais ce qui est le plus gênant, c'est la fameuse explosion. La fameuse explosion du budget prévisionnel. Comme si l'année dernière, en fait, il n'y avait pas de thunes, et d'un seul coup, il y a plein de thunes. Ça ne tient pas. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on a écrit, Olympique de Marseille, le budget, l'an dernier, c'était moins 100 millions d'euros, puisqu'il y a plus 100 cette année. C'est-à-dire que l'an dernier, l'OM avait 150 millions d'euros de budget, selon ce qui est écrit dans ce tableau, et selon la manière dont l'article présente ce chiffre, ce budget prévisionnel. Ok, génial, mais ils étaient vraiment cons quand même, donc, hein, parce que si tu pars sur un budget de 150 millions d'euros, on va regarder les chiffres officiels, simplement. Les chiffres officiels donc tirés de la DNCG, ici c'est pour la saison 2017-2018 par exemple, ta masse salariale est déjà de 125 millions d'euros en 2017-2018. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que les dirigeants savent très bien qu'ils ont une masse salariale qui est entre 120 millions d'euros et pour 2019-2020, il me semble ici, et 118 millions, enfin voilà, une masse salariale aux alentours des 120 millions d'euros, tu vois, entre 120 et 125 millions d'euros. C'est-à-dire, mais par contre, tu fais un budget prévisionnel, tu prévois, tu dis, allez, 140 millions, j'ai même vu passer des chiffres, 110 millions d'euros. Genre, on se dit, on doit payer 140 millions, 120 millions de salaire. Mais allez, on budgétise sur 110 millions, 130 millions d'euros. Comprenez là où il y a une erreur, c'est-à-dire que si tu prévois ça, c'est que tu vas dans le mur droit directement. C'est pas ça. En fait, les 110, 120, 130 millions d'euros, 140 millions dont on a pu entendre parler. Regardez par ici. Donc encore une fois, alors avant de vous dire des bêtises, je vais vous donner la bonne année. Donc ça c'est 2019-2020. Donc pour la saison 2019-2020, par exemple, l'Olympique de Marseille avait, voilà, on y arrive, l'Olympique de Marseille avait réussi au niveau des recettes à engranger 118 millions d'euros. Pour la saison 2017-2018, qui est la saison où l'on va en finale de l'Europa League, l'Olympique de Marseille avait réussi à engranger 142 millions d'euros. Donc il y a déjà cette confusion entre recettes et budget. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Recette, c'est ce que tu gagnes effectivement. Et le budget, c'est ce que tu prévois de dépenser. Et l'Olympique de Marseille, surtout les premières années avec Jacques-Henri Hérault, avait prévu de dépenser beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagnait. Il l'avait dit, il l'avait annoncé, et il l'a fait. Il a continué à le faire même au-delà. Mais en tout cas, lorsque l'on parlait les années précédentes d'un budget de 120 ou 140 millions d'euros, c'était les recettes, c'était ce qu'on prévoyait de gagner. Parce que par contre, ce qu'on prévoyait de dépenser, l'Olympique de Marseille était tout à fait au courant qu'ils allaient dépenser plus de 120, 130, 140 millions d'euros. C'est pas une excuse de la masse salariale, parce que je vois Cal 1301 qui me dit l'excuse de la masse salariale. Mais comment toi tu gères un club de football, tu as une masse salariale de 120 millions d'euros,
tu fais un budget de 120 millions d'euros. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas logique. Donc en fait, ce qui est incompréhensible, comme le dit Agrémenté Feuillu, c'est la manière dont on présente les chiffres. Et oui, c'est incompréhensible. Et oui, en fait, la comptabilité, c'est un truc mais très 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 compliqué. Moi, je vous dis sincèrement, je me suis arraché les cheveux. Quand je m'endormais, je pensais, ok, alors ça c'est ça passe ça. Je rappelais le lendemain pour qu'on me reconfirme que tu pouvais faire des augmentations de capital de cette manière-là, que ça. Sauf que dans le football, on a longtemps eu tendance à balancer des chiffres et dire le budget. L'actionnaire, il a mis au pot, et puis il a remis au pot, et puis c'est reparti. Des concepts très simples. On a voulu essayer de faire ça, d'ultra simplifier le truc. Et donc ici, on ultra simplifie le truc en disant l'Olympique de Marseille a une augmentation de capital de 250 millions d'euros. Les saisons précédentes, l'Olympique de Marseille dépensait 230 millions d'euros, 240 millions d'euros. Voilà, l'Olympique de Marseille dépensait déjà ce genre de somme. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dire budget prévisionnel, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. C'est ça le problème. Et le truc, c'est que par contre, ça donne envie de parler. Mais en fait, c'est lacunaire. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que c'est lacunaire comme information. C'est vrai qu'on double notre budget? Non. À part si on vend... non. Parce que notre budget, ce serait quoi? Le budget, c'est ce que tu prévois de dépenser sur l'année. Et l'Olympique de Marseille savait très bien qu'il allait dépenser entre 200 et 240 millions d'euros par an. Donc voilà, l'Olympique de Marseille savait tous les ans qu'ils allaient dépenser de 200 à 240 millions d'euros. C'était budgétisé. Le problème, c'était que tu étais censé faire rentrer des recettes. Donc on ne fait pas doubler notre budget. Notre budget il ne double pas. On va dépenser peut-être un peu plus. Si ce chiffre de 250 millions d'euros se confirme, oui, on va dépenser peut-être 10 millions d'euros supplémentaires, mais on n'a absolument pas doublé notre budget. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est toujours intéressant, c'est les recettes, c'est-à-dire combien vous gagnez. Combien vous gagnez, combien vous réussissez à gagner. Et c'est là où l'OM est nul. C'est là où l'OM est nul, particulièrement depuis l'arrivée de ces nouveaux investisseurs et avant également. C'est-à-dire que au niveau des recettes, l'Olympique de Marseille, voilà, se situait toujours aux alentours de 120, 150 millions d'euros, mais dépensait entre 200 et 250 millions d'euros. Donc voilà d'où venait le déficit. Mais il ne faut pas sauter à pieds joints sur un truc du genre l'OM double son budget. Non, l'OM va dépenser autant d'argent qu'il en dépensait les années précédentes. Voilà, si on veut faire simple, cette information-là est lacunaire parce qu'elle entre dans la confusion entre budget prévisionnel, recettes et ce que tu gagnes réellement à la fin, quoi. Et dépenses, il y a une grosse confusion. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'il il ne faut pas sauter à pieds joints. Et moi, ça m'intéresse un petit peu parce que c'est souvent comme ça aujourd'hui dans la presse, c'est-à-dire enfin, c'est souvent comme ça. C'est prouvé qu'aujourd'hui, la majorité des personnes ne lisent pas les articles. La majorité des personnes ne lisent pas les articles. Ils voient un titre et ils s'arrêtent au titre. Et lorsque l'on parle de comptabilité, comme je vois dans le chat, vous me dites oui, tu nous embrouilles, on perd le fil, tout ça. Oui, c'est vrai, je suis désolé, mais c'est parce que c'est vraiment un gros bordel la comptabilité, c'est pas simple. Et en lançant juste un truc, le budget a doublé, on induit les gens en erreur en fait. On induit les gens en erreur. Donc je le répète, si l'OM dépense 250 millions d'euros cette année pour sa saison, l'OM n'aura pas dépensé beaucoup plus que les saisons précédentes. En tout cas, absolument pas 2 fois plus que les saisons précédentes. Absolument pas. Donc ça, c'est bien à rentrer dans la tête. Anto 76 410 qui nous disent pourquoi ils ont donné le chiffre de 140 millions d'euros. Alors, cet après-midi, je discutais avec Mathieu Grégoire qui me disait l'OM ne communique jamais sur le budget prévisionnel. Donc déjà, c'est une chose. Donc il ne communique pas ce chiffre-là. Par contre, la presse peut estimer
peut estimer les ressources et les recettes à venir. Et les ressources et les recettes à venir pour l'Olympique de Marseille, on le sait, se situent depuis très longtemps entre 120 et 150 millions d'euros maximum, peut-être un peu plus cette saison en fonction des rentrées de la Ligue des Champions. Et ça, c'est important à prendre en compte, c'est important à comprendre ce qu'il y a entre recettes et dépenses. Et que le football, que la comptabilité, c'est pas des choses aussi simples que l'actionnaire remet au pot. Malheureusement, on n'est plus à l'époque de Bernard Tapie où les choses étaient un peu simplifiées et où en effet il pouvait lâcher, vraiment remettre au pot, refaire des choses comme ça. Alors ensuite, Anto 76 410 qui dit donc encore 100 millions de déficit cette année. C'est là où il y a une question à se poser. C'est-à-dire que la question ce qu'on pouvait se dire avant cette saison, c'est que l'Olympique de Marseille allait réduire la voilure. C'était ce qui semblait être logique à faire après des années et des années où l'OM a pataugé dans la gestion de Jacques-Henri Hérault et dans les pertes records avec le Covid, etc. Mais l'OM semble parti pour dépenser encore, pour encore partir sur 250 millions d'euros à dépenser cette année. Très bien. Je le répète, Cal 1301, faudrait chercher à comprendre pourquoi l'AFP a lâché l'info. L'AFP n'a pas lâché l'info. Si l'AFP avait lâché l'info, tu aurais eu cette info reprise tout partout. Sur tous les quotidiens de la PQR, etc. On en a parlé au début du live. Lorsque l'AFP fait une dépêche, tout le monde la reprend, la bâtonne, ce qu'on appelle bâtonner une dépêche AFP, et c'est repris de partout. Là, on ne comprend pas d'où est sortie cette info. Mais par contre, c'est possible que l'OM dépense 250 millions d'euros. Il semble bien parti pour le faire. Donc très bien. Donc encore 100 millions d'euros de déficit. Me disait, je ne sais plus comment était ton pseudo. C'est ce qu'on peut se demander. Et ce qu'on peut se demander, c'est comment on peut repartir pour dépenser 250 millions d'euros alors qu'on sait pertinemment que l'on va difficilement faire plus de 150 millions d'euros de recettes. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des hypothèses. L'hypothèse la plus probable, c'est ce qu'ont répété Macourt et Longoria, c'est que maintenant on va faire du trading. Donc qu'on va gagner une centaine de millions d'euros avec le trading. Donc très bien, mais il faut réussir à vendre. Les gars, je vous le répète, je vois encore Julien GS18, Sportune connu et reconnu, qui cite AFP alors que l'AFP n'a rien sorti. Ok, non, bon, ça va, c'est pas... Il faut Mehdi qui me demande aussi, il y aura plus de recettes cette année avec les supporters. Oui, mais même avec les supporters, tu vois, une saison comme la saison 2017-2018, encore une fois, la saison où l'Olympique de Marseille va en finale de l'Europa League, donc où il y a énormément de monde dans le stade. Tu vois, tu as ici recette match 21 millions. Bon, c'est très peu, il me semble que ça a augmenté. Parce que ce qu'a bien fait depuis quelques années cette direction, c'est de remplir le stade. Mais je pense que dans tous les cas, on devrait plus peut-être s'approcher de ce qui s'est passé niveau recette match, peut-être 15 millions. Bon, il y aura l'Europa League. C'est très difficile d'avoir... en fait, c'est là aussi, c'est que c'est très 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 difficile d'avoir... de la visibilité sur les chiffres du football dans 6 mois, quoi. On ne sait pas s'il y aura du monde dans les stades. Même au niveau des droits télé, on ne sait même pas s'il va y avoir si Canal+ ne va pas partir, etc. On n'en sait rien, quoi. Donc le plus 100 annoncé par Sportune, tu déments ou tu ne sais pas. Cal 1301. Je t'ai expliqué. Je déments parce que ça n'a aucun sens. En fait, budget prévisionnel, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est que l'OM a dépensé entre 200 et 250 millions d'euros régulièrement ces dernières années. Donc en effet, je dément. Il n'y a pas de... Si l'OM dépense 250 millions d'euros, s'il prévoit de dépenser 250 millions d'euros, qui finissent par dépenser 250 millions d'euros, bah il n'y a pas de plus 100 millions d'euros. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qu'il faut chercher, c'est les recettes, c'est où est-ce qu'on va avoir les plus 100 millions d'euros de recettes. Et on peut se dire,
c'est une hypothèse, mais que l'Olympique de Marseille et Franck McCourt a confiance en Longoria pour faire du trading et pour rapporter 100 millions d'euros supplémentaires. Et comme le dit Erratic 22300, faire du trading, même pas capable de vendre Camara déjà. Bon, on va voir, peut-être que Camara va partir, je le souhaite pas parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais en effet, on peut se dire que c'est quand même assez aléatoire de se dire qu'on va réussir à faire rentrer plus 100 millions d'euros lorsque l'on voit qu'on a un peu du mal à vendre des joueurs depuis un petit moment. Mais pourquoi pas, après, Longoria semble avoir les mains libres et Longoria semble avoir certaines compétences sur le marché des transferts, donc c'est à voir. Rénal qui me demande tu le souhaites pas, du coup il part gratos. Ben non, c'est moi ce que j'aurais aimé c'est qu'il ait encore 3 ans de contrat quoi, ou alors qu'il prolonge et qu'on ait comme l'a souvent dit Pablo Longoria sur Milik, qu'on ait la main sur lui quoi en fait. Et Mousse qui nous dit aussi du trading avec des joueurs en prêt. Alors il y en a pas mal dont les options sont quasi automatiques et pareil, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qui est intéressant en tout cas, c'est que les options d'achat automatique vont se reverser sur l'année suivante. C'est-à-dire que là, on va pas payer l'intégralité. Il me semble que par exemple chez Cengiz Under, on va pas payer son transfert cette année, on va payer un prêt et ensuite on va le payer l'année prochaine. À mon avis, l'année prochaine, il y aura moins d'argent, à moins qu'on soit en Ligue des Champions. Mais par contre, le joueur t'appartient. C'est-à-dire que par exemple, si Cengiz Under fait une grande saison et que vu que son option d'achat est quasi automatique, toi tu dois le payer l'an prochain à la Roma, mais il t'appartient. Donc si le Real Madrid vient et propose 50 millions d'euros, bon bah tu peux le vendre pour les 50 millions d'euros. Alors, PML Spat qui me dit attendez, je comprends pas de quoi vous parlez, Mourad. Les 250 millions d'euros de l'année passée, on parle de budget prévisionnel là. On est parti de 140 millions sur le prévisionnel l'année dernière et pas de 150 millions d'euros. Mais PML Spat, tu comprends que si tu fais un budget prévisionnel de 140 millions d'euros alors que tu sais que tu as une masse salariale de 125 millions d'euros, tu n'es vraiment pas cohérent. C'est que c'est pas possible. Si tu sais que tu vas dépenser, c'est pour ça que je dis que cette info est lacunaire, c'est-à-dire que les dirigeants savaient pertinemment l'an dernier qu'ils n'allaient pas dépenser 140 millions d'euros. C'était impossible. C'est impossible, tout simplement impossible. C'est pour ça que, et lorsque l'on balance des chiffres comme ça, les budgets prévisionnels, c'est pas des documents officiels. Ce ne sont pas des documents officiels, à moins que l'on soit que l'on soit à la DNCG. Et là, on peut peut-être avoir des prévisions, mais dans tous les cas, faire une prévision de 140 millions d'euros alors que tu as une masse salariale de 125 millions d'euros, c'est complètement idiot. Et c'est pas et il y a un minimum de respect quand même à avoir pour les comptables de l'Olympique de Marseille qui sont bien plus cohérents que moi et bien plus compétents. Voilà. Donc ils sortent d'où de ce montant? C'est sûr comme source, nous demande Olivier G1305. Je ne sais pas d'où ils sortent ce chiffre. Je vous avoue que je connais personne à Sportune. C'est peut-être il y a Damien Doll donc sur Twitter qui pense que c'est peut-être sur la fiche de l'OM de l'AFP. Donc c'est-à-dire que tu fais une fiche où tu donnes des informations à titre indicatif. Donc c'est peut-être là et c'est pas ce qu'on pourrait appeler le truc le plus solide. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui a été qui a été propagé par l'AFP. Il n'y a pas eu une dépêche de l'AFP pour dire on sait que le budget va être d'autant. Voilà. Donc ce qui est et par contre, mais parce que je veux pas forcément j'ai jeté le discrédit sur Sportune. Je pense juste que leur info est lacunaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire le budget va augmenter alors FC. Alpha Zéon qui nous demande si le budget va augmenter. Mais le budget, c'est toujours le même. On dépense entre 200 et 250 millions d'euros depuis plusieurs saisons. Ce qui doit augmenter, c'est les recettes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et les recettes, on ne saura qu'en juin 2022 quelles sont les recettes de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous voyez ce que c'est un petit peu. C'est-à-dire, faire un budget prévisionnel, c'est combien tu vas dépenser, combien tu prévois de dépenser. OM Asker 87, l'AFP c'est pas solide, d'accord. Encore une fois, l'AFP n'a pas fait de dépêche, on n'a pas vu ailleurs cette dépêche AFP reprise par je sais pas La Montagne, par tous ces autres quotidiens qui reprennent habituellement les dépêches de l'AFP. Donc moi j'ai pas vu AFP. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que dire le budget a augmenté, ça veut pas grand chose. Ça veut pas dire grand chose.
l'OM dépense tous les ans, depuis l'arrivée de Jacques-Henri Hérault, entre 200 et 250 millions d'euros. C'est ça qu'il faut comprendre, entre 200 et 250 millions d'euros. Pareil, Math 64, ils ont peut-être voulu parler de 250 millions d'euros d'enveloppe pour les transferts. Pareil, ce concept d'enveloppe transfert, c'est toujours un petit peu nébuleux et c'est encore l'une de ces expressions de comptabilité du foot où on te balance une enveloppe transfert. En fait, ça marche très très rarement comme ça. On te dit très très rarement, bon bah voilà, t'as une enveloppe de transfert et puis tu vois, tu pioches là-dedans, etc. C'est-à-dire que tu te dis, ok, par rapport au budget, quelle est la marge de manœuvre? C'est pas une enveloppe transfert. Bref, ce que je veux dire, c'est que la comptabilité, c'est quelque chose de compliqué. Et que budget prévisionnel, ça ne veut pas dire grand-chose. Cal 1301 qui veut dire aussi on va dépenser 400 d'après ton raisonnement. Alors, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Non, comment je pourrais le savoir? Comment je pourrais dire ça? Je me base sur l'info de Sportune. Sportune dit budget prévisionnel 250 millions d'euros. Je dis bah oui, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Voilà, c'est simplement ça. Il n'y a rien de plus. L'OM dépense de 200 à 250 millions d'euros tous les ans. Tous les ans. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc je vois pas. Et n'oubliez pas que la majorité, que beaucoup des transferts que l'on fait sont à payer l'an prochain. Et une autre chose, c'est qu'un transfert, il est étalé. Le coût d'un transfert budgétairement, ouais, enfin au niveau du budget, est étalé sur le nombre d'années de contrat. C'est-à-dire que Gerson, si on va dire c'est 20 millions d'euros sur 5 années de contrat, tu ne payes pas 20 millions cette année, tu vas payer donc 4 millions, enfin dans ton budget, ça va être budgété 4 millions cette année, 4 millions l'année suivante, etc., etc. Donc voilà, donc il y a un peu une confusion. On ne peut pas simplement dire l'Olympique de Marseille a doublé son budget, parce que c'est faux. Parce que l'Olympique de Marseille a dépensé sans doute entre 200 et 250 millions d'euros l'année dernière. Voilà. Mais sauf que l'Olympique de Marseille, en dépensant de 200 à 250 millions d'euros tous les ans, ils ont obtenu un déficit d'une centaine de millions presque tous les ans, parce que leurs recettes n'étaient pas suffisantes. Donc si Franck McCourt a donné son feu vert pour dire ok, dépenser encore 250 millions d'euros cette année, c'est qu'il doit penser qu'il va y avoir une rentrée au niveau des recettes. Et cette rentrée au niveau des recettes, peut-être que c'est le fameux trading qu'on attend. Mais voilà, je sais que c'était un petit peu brouillon. Mais en tout cas, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est, enfin, ce sur quoi je voulais vous alerter, c'est de faire attention lorsqu'il y a simplement un terme, un truc, et puis que ça balance, voilà, x2. C'est pas aussi facile. Ça fonctionne pas comme ça. Pareil, on me demande le budget mercato et de combien Mourad. Aucune idée, et je pense que le budget mercato, il est conditionné à plein de trucs, et notamment au niveau des ventes. On sait qu'il y a des ventes. Donc voilà. Easy Dur qui nous dit tu rends ouf Alpha, arrête de spam. Donc je sais pas trop quoi faire, parce que je vous avoue que je sais pas trop comment ban, et que Benjamin Courbe ne m'a toujours pas envoyé le code pour me connecter au truc de Twitch. Donc voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre. Comprenez bien, les gars, s'il vous plaît, que l'Olympique de Marseille dépense entre 200 et 250 millions d'euros. J'ai l'impression de le répéter 50 fois, mais ça fait des années que l'Olympique de Marseille dépense de 200 à 250 millions d'euros. Donc si l'OM a décidé de dépenser, prévoit de dépenser encore une fois 250 millions d'euros, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sincèrement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, moi, ce qui m'intéresse très très fort, c'est pourquoi on a accordé, si cette info est vraie, pourquoi on accepte de dépenser encore 250 millions d'euros, et comment on va faire entrer plus de recettes. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. D'où viennent les recettes? Donc c'est ça qui est intéressant. Et le truc de l'augmentation, elle est fausse, parce que l'Olympique de Marseille ne peut pas avoir prévu les années précédentes de dépenser 140 millions d'euros. C'est pas possible, ou 110 millions d'euros comme j'ai vu par moment.
déjà la masse salariale de l'OM était plus grosse que le budget prévisionnel. À un moment, il faut qu'il y ait un petit peu de cohérence. Donc voilà. Donc Vous avez des questions encore changement. Olivier 1305 qui nous dit changement de stratégie avec Longoria peut-être. Je pense que c'est ça. C'est avec le trading. Maradona, Karl Mas, qui me demande pourquoi Karl Mas salariale a baissé. Donc tu peux faire venir des mecs. Donc ça, Longoria en a parlé aussi. Il a expliqué que d'avoir peu de joueurs sous contrat, ça lui permettait d'en attirer d'autres et que c'était un luxe dans le contexte actuel. Donc en effet, après moi très sincèrement moi je m'attendais à avoir des salaires un peu moindres. Ce qui me surprend vraiment, c'est les salaires qu'on donne et qui font que la masse salariale va très rapidement grandir, parce que comme le disait quelqu'un dans le chat plus tôt, c'est que c'est pas sain pour un club de football d'avoir une masse salariale qui est pratiquement égale à l'ensemble de tes recettes. Donc voilà. Matt64 qui dit en moyenne McCourt a perdu 80 millions par an, il va continuer combien de temps? À ce rythme, dans 5 ans il atteint le milliard. Mais donc ça c'est vrai, non mais c'est vraiment surprenant. Et attention, parce que ce que je veux dire, c'est pas oui non tout va bien, mais machin. C'est juste que il faut bien lire cette info, il faut bien essayer de la comprendre. Et moi, je la vois et je me vois qu'il y a plein de lacunes et qu'il manque plein de choses. Donc en effet, McCourt ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, c'est pas possible de continuer à perdre 100 millions d'euros, parce qu'il faut pas se dire, parce que McCourt a toujours renfloué les caisses. Enfin, en tout cas, bouché les trous, fait des augmentations de capital, mis de l'argent dans Eric Soccer afin de ramener de l'argent dans OM, dans la SASP OM, etc. Donc en effet, il a perdu beaucoup d'argent déjà dans l'OM. On ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est pour ça que moi je me demande vraiment, mais d'où vont venir les recettes supplémentaires, parce que ce chiffre de 250 millions d'euros, je le répète, ça me paraît lacunaire. En fait, c'est surtout par rapport à la réaction des supporters, par rapport à votre réaction en règle générale. Je me dis, ok, c'est pas de juste balancer ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Et il faut faire attention. Donc c'était sur ça que je voulais vous mettre en garde, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais je peux imaginer en effet qu'on va dépenser 250 millions d'euros, ne serait-ce que parce que je vois que la masse salariale n'est pas non plus partie pour baisser. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup baissé cet été et que là, on est en train de la re-remplir. Donc voilà, donc il y a ce truc-là. On va en effet avoir une grosse masse salariale. On va aussi avoir de l'amortissement sur les transferts. Donc comment on fait? On semble bien parti pour rester dans les 200 à 250 millions d'euros de dépenses. Donc comment on fait pour amener des recettes supplémentaires? C'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, c'est ça qui me pique, qui pique mon intérêt. Et je pense que c'est parce que la nouvelle équipe dirigeante penche pour le trading. Et le trading, comme vous l'avez dit plusieurs fois dans le chat, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Et surtout quand on est à l'Olympique de Marseille et qu'on ne vend que peu de choses. Donc Cordo 49600 qui nous dit: tu ne réponds pas, Mourad, tu peux reposer ta question, je ne l'ai pas vu passer. Donc voilà. Recettes sponsors, ils ont plutôt Cal 1301 qui demande recettes sponsors, ils ont plutôt augmenté, mais tu peux pas faire 100 millions d'euros supplémentaires. Enfin, c'est à part si t'es le PSG et que voilà, t'as beaucoup d'argent. Quelles sont les hypothèses de recettes? Me demandait quelqu'un d'autre. Recette Puma, pareil. Recette Puma, c'était j'ai plus les chiffres, mais c'était environ 15 millions d'euros. Donc le contrat a déjà commencé. La question c'est plutôt est-ce qu'il va être prolongé à son issue? Ça c'est une autre chose. Donc Cordo, tu disais, vous pouvez mettre l'hypothèse qu'il peut y avoir un nouvel investisseur, c'est une possibilité, non? Oui, c'est une possibilité, mais moi j'ai aucune info dans ce sens-là. Et il y a un autre truc aussi, c'est que
c'est que s'il y a un nouvel investisseur, pourquoi il se planquerait? Et qu'en règle générale, donc s'il y a un nouvel investisseur qui arrive, en règle générale, ce qui se passe dans les clubs qui sont vendus, c'est qu'on fait table rase et qu'on nettoie un petit peu, enfin qu'on rend la mariée présentable. On l'a vu, vous vous souvenez de ce qui se passe lorsque Margarita vend le club à Franck McCourt. On vend tout le monde et on achète Thomas Subochan. Donc je crois pas trop je ne crois pas trop que les nouvelles dépenses, que les dépenses que l'on fait actuellement sont liées à un nouvel investisseur. Je sais qu'il y a beaucoup de théories là-dessus, mais moi je n'ai ni de preuves et j'ai du mal à construire un raisonnement qui me ferait dire que c'est lié à un nouvel investisseur. Al Dakar qui demande Pierre Bellon. En effet, Pierre Bellon, moi ça m'intrigue qu'il soit à l'OM, que de temps en temps il soit représenté dans les AG, etc., et que parfois il ne l'est pas. Donc, mais on m'a toujours dit non, non. Et franchement, à l'OM, on te dit non, non. Donc, j'en sais rien. Donc voilà. Et Karine, donc quelles sont les hypothèses de recettes, le digital, le sponsoring? Mais je te dis, moi, je pense que l'hypothèse de recettes, c'est le trading. Ils ont annoncé vouloir passer au trading. Ils ont annoncé vouloir vendre des joueurs. Peut-être qu'en plus, il se base sur Lille qui arrive fréquemment à vendre des joueurs à un prix quand même, enfin voilà, ils arrivent à faire entrer 100 millions d'euros par an sans problème. Donc c'est peut-être ça. Je vois quelqu'un d'autre qui dit, voilà, mais c'est une hypothèse. En tout cas, l'hypothèse du trading, c'est l'hypothèse qui me semble en adéquation avec ce qui se passe au club actuellement. C'est-à-dire qu'on achète des jeunes joueurs et qu'on va les revendre et que c'est ce que nous disent tout le monde. Pourtant, vous en parliez ouvertement il y a 3 mois, non? De quoi en parlait, Cordo? Tu peux nous dire? Trading impossible, regarde nos joueurs, Mourad, nous dit Cal 1301. Mais là, tu as acheté plein de jeunes joueurs. Conrad de la Fuente, peut-être que, enfin, si tu l'achètes, je pense que tu dois avoir en tête la revente et que si tu achètes beaucoup de joueurs comme Gendouzi, comme ça, enfin, Saliba, il est prêté, mais voilà, comme Balerdi, c'est-à-dire que tu te dis qu'il va y avoir ça. Geronimo qui nous dit il faut mieux exploiter le Vélodrome. En effet, il faut mieux exploiter le Vélodrome. Cordo 49 600 qui nous dit de la vente possible. Alors moi, il y a 3 mois, j'en parlais pas. Moi, j'en ai parlé il y a 1 an quand Mourad Boudjelal, Louis Acarias, etc. sont sortis du bois en disant on veut racheter le club. Donc en effet, je me suis dit, bon bah donc là ils disent on veut racheter le club, donc on dit ah bah ok, bah dites-nous tout. Donc c'était ça à l'époque. Après je sais que Jean-Charles a parlé de la vente par exemple, etc. Mais moi depuis cette époque-là, sincèrement, j'ai pas d'infos sur la vente, j'en ai pas. Et si j'en avais, sincèrement, et je veux pas entrer en guerre avec ceux qui croient dans une vente. C'est pas mon propos quoi. Je veux dire, j'en ai rien à faire. Si le club est vendu et que Thibaut Vézirian l'a dit avant tout le monde, bah, sincèrement, respect à lui. Et on peut pas nous accuser non plus, nous, à Football Club de Marseille, d'être anti-vente ou quoi que ce soit. On a quelqu'un comme Hervé Berkane qui croit à mort, et puis j'en ai souvent discuté avec lui, il est souvent invité. Donc les gens qui y croient, ils peuvent s'exprimer, mais par contre, voilà, avec le temps, moi j'ai aucune info sur la vente. Je ne pense pas que le club est en train d'être vendu. Enfin, j'en sais rien. Voilà, moi les retours que j'ai, c'est que le club n'est pas en train d'être vendu. Donc peut-être qu'on me fait marcher, peut-être qu'en effet le club doit être vendu, etc. Moi, je n'ai rien contre, je ne suis pas un anti-vente, quoi que ce soit. En fait, ça me fatigue un petit peu. Pour tout vous dire, c'est aussi un peu une des raisons pour laquelle je voulais faire un petit peu un gap avec tout ça, parce que c'est devenu très 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 pesant. Très 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 pesant ce truc de la vente. C'est très agressif. C'est-à-dire qu'en règle générale, et des deux côtés, c'est qu'on vient vous voir en disant espèce de connard, ouais, tu crois pas à la vente? Et alors toi, tu prends 2 fois, 3 fois. Après, tu dis, c'est moi que tu traites de connard. Et donc là, on rentre dans une confrontation, alors qu'on vous dit, bah non, moi j'ai pas cette info-là. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous voulez qu'on vous mente?
Et si on est des mauvais journalistes, eh ben on est des mauvais journalistes. Et vous avez raison. Et donc, allez écouter d'autres personnes. Moi, sincèrement, je pense pas être le meilleur journaliste de la planète Terre, hein. Et puis, en plus, je m'intéresse pas à ce sujet. Je m'y suis intéressé un moment. Après, j'en ai eu marre. Et voilà. Donc, la vente, c'est très fatigant. Et il faut qu'on revienne tous à un petit peu de calme sur toutes ces histoires. On a un club qui est excitant en ce moment, qu'on a envie de suivre la saison. Moi j'ai envie de suivre ça. Voilà. Voilà. Donc posez-moi vos questions parce que c'est vrai que j'ai vu poser beaucoup de choses et puis ça passe vite. Euh, les, Karine qui nous dit les tokens pour le club, ça peut apporter beaucoup de recettes. J'ai vu ce genre de truc. Alors je t'avoue que il faudrait que je me renseigne. J'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à imaginer que ça rapporte 100 millions d'euros. Je ne sais pas si ça peut même rapporter quelques millions d'euros. Il y a quelques temps, il y avait notre ami Colette, Monsieur Colette, qui expliquait qu'il fallait agréger des sources qui allaient faire une grande rivière, quelque chose dans ce genre, et des petites sources de revenus, des sources assez légères qui allaient offrir plus de budget. Donc peut-être que ces tokens, c'est dans cette idée-là. Iki GTO qui nous demande c'est quoi les tokens. J'avoue que que j'ai pas étudié le sujet, mais c'est des jetons quoi. Tokens, c'est jetons, et c'est des choses. C'est des choses qui ont un rapport avec la crypto-monnaie, etc. Et je vois qu'il y a plusieurs clubs qui se sont lancés là-dedans, mais je vous avoue que j'ai pas du tout ça en tête. Les gars, si on était plein de thunes, on ne serait pas en train de galérer pour l'Irola. Et ça chipote pas 1 million près pour l'Irola. Puma OM a déjà fait la pub cet été. La pub pourquoi? Ah, pour les tokens, tu veux dire? Oui, oui, non, mais il y a plein de sujets, franchement, sur l'Olympique de Marseille, il y a plein de sujets intéressants. Je vous avoue que Mourad, pourquoi MC a pas fait d'amortissement l'année dernière? The Seller 84 nous demande. Parce que je suis pas sûr que ma courte maîtrise ce qu'il fait à l'OM, sincèrement, hein. Je pense que dans le football, dans tous les cas, il y a énormément de blabla et il y a énormément de plans sur la comète qui sont vendus à des investisseurs. Où on leur dit mais ouais non mais t'inquiète, tu vas voir le stade et puis là boum, tes recettes elles vont augmenter. Non non mais tu vas voir les recettes télé, ça va augmenter, boum, tu vas voir, les droits télé vont exploser, tu vas avoir plein de thunes. Et qu'en fait, les investisseurs se projettent là-dedans, font de la prospective et se disent, bon bah ok, d'ici quelques années, mon club il va valoir très très cher. Et je pense que actuellement, le plan sur la comète à l'Olympique de Marseille de Franck McCourt, c'est de faire du trading. C'est les quelques retours que j'ai eus de personnes qui ont au club ou qui étaient au club, etc. C'est qu'on est parti là-dessus. Et puis même, j'ai envie de dire même officiel. Voilà, ça a été dit officiellement. On va rentrer dans l'ère du trading. Donc par contre, encore une fois, c'est aléatoire. En effet, moi, je sais pas si on va faire 100 millions d'euros de recettes avec le trading. D'autres y arrivent. Est-ce que Longoria va réussir? Dans tous les cas, même au niveau de son recrutement, c'était dans les prérequis. Donc, je pense que c'est là-dessus. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait assez long là-dessus. Nino OM qui demande JHE est toujours au club. Ah oui, il est toujours au club. Il est dans le conseil d'administration et il est dans certaines réunions. Apparemment, il représente le club à certains moments. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué officiellement. Nocturnal 9827, l'OM Trading, sincèrement, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Je suis un peu partagé. Parce que de base, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'un club de football, ça doit être autre chose qu'un hall de gare. Mais en effet,
en fait, il faut voir les clubs qui passent devant l'OM depuis quelques années. C'est-à-dire que Lille est passé devant l'OM au classement. Et c'est factuel ça. Lille a fait une Ligue des Champions, a été champion, et même avant ça, Lille avait été en Ligue des Champions quand nous on n'y arrivait pas. Bon, mais depuis qu'ils font du trading, voilà, ils ont des meilleurs résultats sportifs que nous, à part l'année où on fait deuxième. À un moment, Nice est passé devant nous, alors que Nice, il y a 4 ou 5 ans, on les regarde même pas. On se dit, moi j'ai un pote supporter niçois qu'à chaque fois il me hait, enfin non, il m'aime beaucoup, mais je veux dire, il hait l'OM, et regarder les matchs de l'OM avec lui, c'est un enfer, etc. Il voue une haine à l'OM, et moi, Nice, moi, sincèrement, je m'en fous. Mais en fait, voilà, Nice a maintenant, et maintenant aussi, a fait plusieurs saisons où ils ont été devant l'OM. Donc il faut se poser des questions, et ils font des bonnes saisons en recrutant des jeunes joueurs avec l'idée de les revendre. Donc Scaba 30 qui dit LOSC c'est un épiphénomène, ils vont finir par vendre tout le monde. Bah, c'est sûr que quand tu vois la structure du club et ce sur quoi c'est basé, et Christophe Galtier qui s'en va après avoir été champion, etc. Même Lopez qui est parti, en effet, ça pose des questions. Karine qui dit travaille sur le dossier token et blockchain. Mourad, pour un prochain live. Nuno OM, le football récent n'a plus rien à voir avec le football qu'on a connu. Faut se le mettre dans la tête. Le trading est devenu normal et presque indispensable. Ouais. Ouais, je soupire parce que t'as peut-être raison. T'as peut-être raison et ça me fait chier. Mais t'as peut-être raison. Sincèrement, c'est ça. Bon les gars, je vous propose qu'on passe au football et qu'on arrête de parler budget, etc. Trading, mais qu'on parle du joueur qui nous a un petit peu enchanté cet été. C'est notre ami Conrad de la Fuente. Si vous voulez bien, on va passer à Conrad. Onto 76 410 qui dit le mal de crâne. Non, je t'avoue, ça va. Allez, on passe à Conrad, qui est là. Donc, attention, le petit trigger warning mégalomane. J'apparais dans cet article, mais c'est pas pour ça que je voulais qu'on le lise ensemble. Je voulais qu'on le lise ensemble parce que surtout il y a des gens intéressants, et notamment l'un de ses premiers entraîneurs qui discutent, et que c'est aussi les gens un peu autour de Fouria Liga qui font ça, et en qui j'ai pleinement confiance lorsqu'il s'agit de la Liga. Reynald, Microcentronic ou Rod, c'est Rod je crois, c'est écrit quelque part, je sais plus où, mais c'est Ryan qui sait ça. Voilà, Ryan c'est ça, merci à toi. Allez, on part sur Conrad de la Fuente. Donc ça c'était, il me semble que ça a été fait voilà à l'époque où il devait signer, etc. Donc le 30 juin 2021. Conrad de la Fuente, une promesse du Barça pour faire vibrer le Vélodrome. C'est bien parti. Conrad de la Fuente, bientôt 20 ans, quitte le Barça B pour l'OM, arrivé chez les Blaugrana en 2013, l'ailier a de quoi séduire la Canebière. Avec seulement quelques minutes au compteur, avec l'équipe première du FC Barcelone, le pari est important, mais Pablo Longoria tape un grand coup dans son style caractéristique, acheté jeune et malin. On revient sur le fameux trading. Est-il la bonne cible pour succéder à Thauvin? C'est la question donc que se posent notre ami Tracy Rodrigo dans cet article donc publié sur Eurosport le 30 juin. Les chemins qui mènent à la Masia sont parfois tortueux. Quand les jeunes Catalans n'ont que quelques minutes de bus ou de Rodalies pour arriver à Sant-Joan d'Espí, la route de Conrad de la Fuente pour accéder au fleuron de la formation était plus sinueuse. Né à Miami, de parents haïtiens, il pousse le ballon en football à 7 en Floride avant d'embarquer avec toute sa famille à Barcelone pour suivre son père diplomate et nommé au consulat. Le jeune Conrad a 10 ans et c'est du côté du CE Techno-Football qu'il fait ses gammes avant d'intégrer un grand de la formation Made in Catalunya, le CF Dam, club exclusivement axé sur les catégories inférieures financé par le célèbre brasseur. Il ne lui suffira que deux petites saisons pour être approché par le FC Barcelona. Oui, donc le CF Dam, c'est assez drôle parce que c'est une bière. C'est une bière. Donc là, il y a un des buts que met Conrad de la Fuente, que vous avez sans doute vu, un but magnifique. Avec le Barça B. Donc voilà, Conrad qui arrive très jeune dans les valises de son père diplomate à Barcelone et qui est très vite repéré par le Barça.
Il faut dire que l'ailier a de quoi attirer le regard. Virevoltant, doué balle au pied, l'Américain séduit les Blaugrana et notamment Isaac Garcia, entraîneur et recruteur comme bon nombre de techniciens de formation du Barça. Celui qui l'a fait venir chez le géant catalan se souvient de ce qui l'a séduit. Conrad avait toutes les caractéristiques que recherche le Barça pour un ailier. Dans les 1 contre 1, les changements de rythme, les débordements sur les deux côtés, la puissance pour être supérieure dans les espaces, ainsi qu'une bonne frappe de balle des deux pieds, aussi bien pour centrer que pour finir les actions. Donc ça, Isaac Garcia parle du joueur qu'il découvre lorsqu'il a 10 ans. Convaincu par les qualités du Xiquet, je ne sais pas ce que ça veut dire, lui et Marcel Sans, autre entraîneur coulé, donc coulé c'est l'adjectif qu'on utilise pour parler des Catalans, le ramène au club en 2013 pour une aventure qui le conduira jusqu'au banc de l'équipe première et même jusqu'à la Ligue des Champions avec quelques minutes de jeu contre le Dynamo Kiev et Ferencváros cette saison. J'ai vu d'ailleurs le match contre le Dynamo Kiev, je pense que c'est ce match-là où il rentre. Et le Dynamo Kiev dominait ce match, mais il me semble qu'ils ont fini par perdre. Pourtant, malgré les compliments de Ronald Koeman, Conrad de la Fuente ne foulera pas la pelouse du Camp Nou sous les ordres du Néerlandais. L'équipe première du Barça n'est pas vraiment en manque d'ailiers, surtout que l'ex-sélectionneur des Pays-Bas a longtemps tenté de faire cohabiter Philippe Coutinho avant sa blessure, Ousmane Dembélé une fois remis sur pied, Léo Messi et Antoine Griezmann, sans oublier Francisco Trincao sur le banc. Pas de place pour lui, malgré sa présence sur le banc à 18 reprises, rien qu'en championnat. C'est donc avec l'équipe B, sous les ordres de Francisco Javier Garcia Pimienta, que De La Fuente brillera réellement. Actif dans la qualification pour les playoffs du filial, l'Américain est devenu un acteur majeur du 11, évoluant sur son côté gauche de prédilection, mais palliant souvent les absences sur le côté droit de l'attaque. Il me semble que le Barça B, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le Barça B était en 3e division et que donc ces playoffs dont on parle, c'est pour monter en seconde division parce que le Barça B était en seconde division et qu'ils ont finalement échoué, mais que donc Conrad de la Fuente a beaucoup brillé lors de ces playoffs, tout comme notre ami Collado qui a aussi été ciblé par l'OM. Et dont on m'a dit aussi beaucoup de bien, apparemment c'est un sacré joueur. Des qualités made in Barça. Une polyvalence bienvenue pour son ancien coach et sans doute aussi pour Jorge Sampaoli. L'Argentin, justement, est-il l'homme pour faire évoluer le jeune Américain? Pour Isaac Garcia, tout est question d'adaptation. Jusqu'à présent, Conrad s'est très bien adapté à toutes les positions où on lui a demandé de jouer. Je suis convaincu qu'il peut aussi bien s'adapter au 3-5-2 de Sampaoli, même s'il est certain que ce système exige énormément. Car c'est bien là que se situe l'un des axes de progression de KDLF, KDLF, j'aime bien ce surnom, sa capacité à répéter les efforts de façon régulière. Pourtant, son ex-coach le garantit, il en est capable. Je ne veux pas dire qu'il ne pourra pas ou qu'il ne saura pas défendre, mais simplement que son profil est plus offensif et que s'il est libéré des tâches défensives, il aura un meilleur rendement. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même très dithyrambique de son ancien coach. Mais voilà, il met quand même un point d'interrogation sur cet aspect défensif. Je ne sais pas vous ce que vous avez. J'ai vu un peu plus tôt sur le chat que quelqu'un disait oui, mais par contre au niveau du travail défensif, je ne sais pas si vous aussi ça vous a marqué le fait qu'il ne soit pas aussi bon dans le travail défensif. Olivier 1305 qui dit perso, ça fait des années que j'ai été aussi impressionné par une recrue que je n'ai pas été. Enfin voilà, c'est vrai c'est impressionnant, mais on va voir ce que ça donne. Oui, j'avais compris. Justement, Mourad Conrad, c'est un bon exemple. Si la stratégie et le trading, comment expliquer son achat et les 50% à la revente? Parce que des fois, t'as pas de thune et les clubs veulent pas revendre et que tu te dis, je vais quand même faire un bénéfice là-dessus. On continue. Donc, on reviendra après, une fois que j'aurai terminé l'article, donc on passera un peu aux questions, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse discuter un peu avec vous, c'est sur l'aspect défensif, et puis si vous aussi vous a marqué, si vous aussi il vous fait peur au niveau défensif, et puis qu'on parle un petit peu du joueur. Un juste milieu toujours difficile à trouver, même si Jorge Sampaoli ne s'est pas montré fermé à l'idée de modifier son système en passant à 4 en défense. Un choix important, tout comme l'approche des matchs du coach en place qui doit permettre à Conrad de la Fuente de s'insérer dans un collectif, comme le confirme Mourad Arts, journaliste pour Football Club de Marseille. Il est bien ce petit Mourad, moi, je fais confiance à ce mec-là.
Trop souvent, les coachs à l'OM oublient toute idée de jeu pour essayer d'arracher un résultat à court terme, ce qui ne met pas un jeune joueur dans de bonnes conditions pour s'épanouir et pour développer son talent. Donc voilà, si vous avez l'habitude de mes tunnels, vous savez que c'est un truc que je pense beaucoup. Et que je pense que par exemple, André Villas-Boas a fait au bout d'un moment, il s'est contenté d'aller chercher des résultats et puis il y a beaucoup de joueurs qui ont plafonné et qui ont arrêté de progresser et puis les résultats une fois que ça vient pas, et tes joueurs ils rentrent dans une espèce de sphère infernale. Ailier droit qui peut évoluer sur les flancs gauche et droit de l'attaque, excellent dribbleur, Conrad de la Fuente est aussi doté d'une grande résistance physique acquise dans les rudes joutes de la Segunda B espagnole. Un apprentissage qui pourrait lui permettre d'appréhender la Ligue 1 avec un peu plus de sérénité, même si le niveau technique, tactique et la somme des efforts seront clairement supérieurs. Mais là encore, Isaac Garcia n'est pas inquiet. Sur le plan physique, Conrad est très fort, dans les contacts comme dans les duels. Il est jeune, mais il n'a rien à envier physiquement à des joueurs plus âgés. Il devra s'accoutumer à un rythme différent et aux aspects du jeu de Sampaoli qu'il n'a pas encore eu à exploiter jusqu'à présent, mais il a la qualité suffisante pour s'adapter très bien et très vite. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est qu'ils ont eu ce mec qui l'a vu grandir, quoi, et qui le connaît par cœur. Voilà. Bon, après la suite, bon, il y a un peu de Mourad Arts, tout ça, on s'en fout de ce qu'il raconte ce mec-là. On va lire ça aussi. C'est bon. Allez, on va finir l'article. Encore à l'aube de sa carrière, Conrad de la Fuente s'apprête à tenter un défi de taille, convaincre des supporters difficiles dans un environnement qui l'est tout autant, car des faiblesses, l'Américain en a. Son réalisme face au but reste grandement perfectible et par effet domino, ses statistiques aussi. Et ça, il me semble que je l'ai entendu quelque part d'autre aussi, peut-être sur Coparena. La France n'acceptera peut-être pas non plus les longues périodes de baisse de niveau. Autant de progrès à faire dans un cadre parfois écrasant et asphyxiant pour des jeunes annoncés comme des cracks. Mais la pression, KDLF, comme tous les jeunes formés au Barça, la connaît depuis son plus jeune âge et Isaac Garcia le confirme. On attend le maximum d'eux. Ils sont toujours dans les meilleures équipes et sont façonnés pour qu'ils progressent d'année en année et montent de catégorie. Chaque saison est un défi car ils savent que s'ils ne travaillent pas, ils ne poursuivront pas leur cursus dans la meilleure université du football au monde. Pour cela, je ne crois pas que la pression sera un facteur en défaveur de Conrad. Donc voilà, Isaac Garcia, il y croit beaucoup à De La Fuente, et il y a de quoi, parce qu'on l'a vu sur les matchs amicaux, il a quand même quelques atouts, ce petit, on va dire. Mais attention, l'OM, ou plutôt l'atmosphère qui gravite autour de l'OM peut être destructrice. Mourad Arts étaye. Sa réussite à Marseille ne va pas dépendre que de son talent, mais aussi de son adaptation. Jeté dans un pays étranger où tu ne connais pas la langue, il devrait être très fort pour s'intégrer. Mais ce n'est pas la seule difficulté à prévoir pour l'ancien Blaugrana. Il va y avoir une certaine déferlante médiatique car il y aura aussi l'étiquette Barça. Il faut aussi que l'OM travaille dans sa structure d'accueil des jeunes talents étrangers. Une déferlante qui pourra précéder de grosses attentes. Isaac Garcia prévient. Il faudra être patient avec lui car il vient d'un football qui se joue seulement au Barça. Ce sera un autre pays, une autre culture, une autre compréhension du jeu. En fait, moi, c'est une chose, c'est un petit détail. Vous savez, récemment, Luan Pérez, Anto76 qui nous dit Mourad plus court à l'écrit qu'à l'oral. Je vais essayer d'aller un peu moins vite aussi. Luan Pérez récemment a dit oui, maintenant je sais que ça va mieux aller à l'OM qu'à Bruges parce que ma femme est là. Et ça, c'est une question qu'il faudra que je pose un jour à Longoria, celle de ce que l'on met autour des jeunes joueurs pour les intégrer. C'est-à-dire que dans plein de clubs, on recrute des jeunes, c'est très bien de recruter des jeunes, mais par contre, il y a des préposés à l'intégration des joueurs étrangers, des gens qui parlent plusieurs langues, qui vont les aider à trouver des maisons, qui vont les aider à trouver des restaurants, qui vont les aider dans leur vie quotidienne. Et j'ai l'impression qu'à l'OM c'est assez peu développé et que quand on en parle, on dit quoi, mais non, pas vraiment, machin. Et ça c'est important. Si tu veux amener plein de jeunes étrangers à l'avenir, il faut absolument que le club se développe à ce niveau-là. C'est ça aussi être professionnel et c'est ça aussi, c'est comme ça que tu aides les jeunes à se développer. Et puis ensuite, il faut aussi avoir une certaine patience, et notamment au niveau médiatique,
parce que moi le cas Luis Enrique, alors je sais toujours pas si ça va être un excellent joueur, un joueur tout juste moyen, ou si vraiment il est mauvais, mais le cas Luis Enrique, il est symptomatique de ça, c'est-à-dire qu'il se fait défoncer. Maintenant, par exemple, bon, je ne vais pas le citer, mais un proche de moi me dit souvent ouais non mais il est nul Luis Enrique, et en fait on passe du tout au tout, et c'est pas comme ça qu'on développe des jeunes. C'est que les jeunes, il faut leur laisser le temps, il faut leur apprendre, il faut leur laisser de la place, il faut savoir qu'ils vont faire des erreurs, il faut les intégrer petit à petit, et il faut les aider à l'intégration. Et pour les aider à l'intégration, il faut qu'il y ait des structures dans le club qui les épaulent. Et ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir développer, parce que pour faire du trading, il suffit pas d'acheter et de vendre, c'est pas Football Manager, la vraie vie. Allez, on termine l'article. Malgré les inquiétudes, son ancien entraîneur affirme que l'Olympique de Marseille gagne un excellent joueur. Je suis sûr que tout ira bien, l'OM réalise un joli coup. Un joli coup qui entre dans la nouvelle approche du président Pablo Longoria, adepte de ce genre de transfert lors de son passage au Valencia CF. Koba Lein Koinredi, Noah Ndombassi et Younous Moussa. Donc je connais que le premier, les autres je les connais pas. Acheter jeune et malin pour profiter d'un top player à en devenir, avant de s'offrir une jolie plus-value, et une méthode controversée mais qui peut rapporter gros. C'est aussi une nouvelle corde à l'arc olympien d'un président dont l'entente avec le Barça pourrait s'avérer profitable pour l'OM dans les années à venir. Comme beaucoup d'autres joueurs formés à la Masia, Conrad de la Fuente a choisi, à l'aube de ses 20 ans, et alors que son contrat avec le Barça court jusqu'en 2022, de tenter un défi qui ne réussit pas à tous les anciens canteranos culés s'imposer à l'étranger. Et comme l'Américain ne fait pas les choses à moitié, c'est dans l'environnement incandescent de l'Olympique de Marseille que le baptême du feu s'effectuera. Mais à 20 ans, rien n'est impossible. À 20 ans, on est invincible. Ça se termine sur une très belle citation de Laurie. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cet article, et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de notre ami KDLF. KDLF, j'aime bien cet acronyme, c'est pas mal, KDLF. Squeak 9, Enrique, très technique, propre tactiquement, en progression. Bah oui, je pense aussi qu'il est en progression. Il n'a pas forcément brillé pendant les matchs amicaux, mais sur la fin de saison, il a prouvé des choses. En tout cas, il m'a plutôt, j'ai même pas envie de dire qu'il m'a surpris, parce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est passé avec lui. C'est-à-dire qu'il fait une rentrée où il fait une talonnade et une frappe ou un truc du genre, et tout le monde dit oh putain, c'était l'enflammade absolue. Et ensuite, il me semble qu'il est titulaire avec l'OM contre Porto en Ligue des Champions, et qu'il fait un match très très moyen. Et que ce match très très moyen, ça se transforme en c'est une chèvre, etc. C'est pas possible, quel joueur en bois. Ok, on est passé un peu vite. Après, il y a eu aussi Emmanuel Amouros qui l'avait défoncé sur notre plateau. À partir de là, Enrique a réussi à enchaîner les grandes prestations. Mais voilà quoi, il faut peut-être leur laisser le temps à ces jeunes. Et voilà, et Conrad de la Fuente, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de technicien à ce poste. C'est vrai qu'il est très impressionnant, et c'est vrai que même là, quand il rentre, tu te dis putain, il a l'air d'être très intelligent dans ses choix de jeu aussi, c'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est intelligent. Il choisit entre le dribble, la passe, et il fait plein de choses assez intéressantes. Il semble aussi assez facilement trouver le chemin du but. Il a des gestes qui donnent envie d'y croire très fort, on va dire. Mais voilà, nous enflammons pas. Et puis s'il rate 2-3 matchs, laissons-lui le temps, calmons-nous un petit peu. Raptor 952A qui dit Enrique, il faut qu'il marque, ça le débloquera. Conrad, il m'a fait oublier Thauvin. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui avait envie aussi d'oublier Thauvin. Taxolo qui dit KDLF et Enrique auront-ils suffisamment de temps de jeu en cas de contre-performance? Et puis le message est passé, mais oui, je pense qu'ils auront quand même suffisamment de temps de jeu, parce qu'au niveau des ailiers, surtout si tu vas en Radonjic, tu auras quand même, l'un des deux aura du temps de jeu. Sur chaque ballon, Olivier, j'ai dit jamais déçu, toujours le bon choix, c'est Radonjic avec un cerveau et du talent. Bon, voilà, c'est vrai qu'il fait une bien meilleure impression que l'ami Radonjic quand il rentre. Kodak BTW qui dit tu vois que la Masia c'est le meilleur centre de formation d'Europe, mais eux aussi, attention, ils ont du mal à intégrer leurs joueurs.
Euh, il faut aussi avoir une stratégie pour les jeunes joueurs parce que c'est pas tout de dire on fait de la formation, même de la formation avec des bons joueurs parce que par exemple De La Fuente ça a l'air d'être un excellent joueur, mais il faut leur laisser la place et dans plein de clubs en fait on ne laisse pas la place parce qu'on ne se concentre que sur le résultat, il n'y a pas d'approche du jeu, il n'y a pas grand chose d'autre ou alors un peu dans le fond, en filigrane, et puis on n'y fait pas vraiment attention. Donc bon, ils ont aussi pas mal de problèmes au niveau de la formation, et je sais que ça râle pas mal aussi sur le fait que les entraîneurs ne donnent pas suffisamment la chance aux jeunes de la formation. Je voyais que ça parlait de Yacine Adli aussi. Et qu'on disait, je comprends pas pourquoi on l'a pas pris. Ça coûte peut-être un peu cher. Amin Adli, oui. Yacine, Yacine c'est quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est en fait Adli, moi son profil, je dis souvent dans l'émission qu'il nous manque un remplaçant à Payet, et c'est vrai que Adli, sur ce que j'ai vu, il semble plus avoir ce profil de. En fait, dans l'idée, tu peux l'imaginer comme un remplaçant de Payet. Mais étant donné que tu as déjà recruté Gerson, qui à mon avis va être un petit peu un milieu de terrain offensif, tu as déjà recruté Conrad de la Fuente, tu as Enrique, tu as Payet et Cengiz Under, donc c'est peut-être là aussi, c'est peut-être là aussi que ça fonctionne pas. Karine qui me dit appelle Longoria pour Adli, t'inquiète pas. Longoria il connaît Adli et il n'a pas besoin de moi, je pense. Alors, salut à tous. J'ai raté le début. Mourad, ne penses-tu pas qu'il manque une ou deux valeurs sûres dans cette équipe? Bizarrement, en dépit de ce bon recrutement, je ne suis pas rassuré, sauf en défense. En fait, les valeurs sûres, tu peux aussi te dire que tu es censé en avoir. Genre, Steve Mandanda, bon, c'est censé être une valeur sûre. Alvaro, c'est censé être une valeur sûre. Après, c'est en Milik pour la Ligue 1, c'est quand même censé être une valeur sûre. Donc, t'en as quelques-uns. Après, certes, Payet. Dire Payet et valeur sûre dans la même phrase, c'est un peu antinomique, mais c'est aussi quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut aussi, qui est censé avoir ce rôle aussi un petit peu de guide. Donc je pense qu'il y en a quand même quelques-uns des joueurs un peu expérimentés. Et puis après, tu as aussi des joueurs qui sont dans leur deuxième saison, comme Gay. Je pense que Gay, il va prendre de l'envergure cette saison, par exemple. Des news de notre ami Lirola, non, pas d'autres news à part nos amis qui chantent à la Fiorentina pour le faire sortir. Je ne sais pas si Longoria n'était pas sûr d'avoir Lirola, il aurait activé un plan B. J'en sais rien, franchement. Alvaro, il a plus sa place avec notre défense. Ouais, Karine, t'as pas peur du 3-3-1, Mourad, sérieusement? J'ai jamais eu peur du 3-3-1. Je n'aurais jamais peur du 3-3-1. Vive le 3-3-1. Non, mais j'ai pas peur. Je pense que c'est très. Je pense que un entraîneur, il faut qu'il ait un parti pris. Moi, c'est ce qui me plaît. Euh, c'est ce qu'il a. Sampaoli a ce parti pris. Donc, c'est un parti pris très offensif où j'ai l'impression qu'il a envie de mettre le maximum de joueurs pour aller jouer l'attaque, quitte à se déplumer derrière, quitte à prendre des risques, quitte à parfois être un ou deux défenseurs seulement. Et j'ai pas forcément, je suis plutôt, comment dire, adepte de ce football-là. Tu me dis aussi, on n'a pas de dédoublement sur les côtés. Et Isidur qui dit aussi, je ne trouve pas que c'est un 3-3-3-1. C'est vrai que c'est pas un 3-3-3-1, quoi, parce que et vos deux remarques en fait, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que dans le 3-3-3-1 de Bielsa, par exemple, tu avais beaucoup de dédoublements sur les côtés et que là, c'est un peu autre chose, quoi. C'est un peu un 3-2. Putain, je vais dire une connerie là, je sens. Un 3-2-4-1 en fait, si je dis pas de conneries, parce que tu as une ligne, tu as un peu une ligne, on va dire Enrique de la Fuente, un truc comme ça, Payet, Gerson, Cengiz, par moment un attaquant et deux milieux de terrain, dont un qui redescend. Attends, non, parce que là j'ai un peu fait il y a un joueur en trop, j'ai l'impression là. Bon, enfin bref, un 3-2-3-2, je pense que c'est plus ça, en effet, voilà, un 3-2-3-2 parce que ouais, j'avais mis un milieu de terrain supplémentaire, mais c'est même pas un 3-2-3-2 parce que t'as pas vraiment, ouais, t'as Payet.
Bon, en tout cas, c'est le système de Sampaoli, le système qu'on voit avec donc ce milieu de terrain, ce mec qui fait l'arrière droit en position défensive, qui revient au milieu de terrain, avec un joueur au milieu de terrain qui est vraiment défensif, qui est donc Gay aux côtés, donc soit de Rongier, soit de Camara, et ensuite deux ailiers. Là, les deux ailiers, ils sont toujours là. Et ensuite, tu as parfois soit tu as si Guendouzi par moment, ou sinon, si tu as un milieu de terrain en moins, tu as donc Gerson qui semble être toujours là, Payet et éventuellement un attaquant, mais dans ce cas-là, tu enlèves un milieu de terrain. Donc moi, c'est plus en fait dans ce, je pense que la question que doit se poser Sampaoli, c'est plus est-ce que je débute avec un attaquant, comme on l'a vu parfois en préparation, ou est-ce que je débute sans attaquant avec Payet en faux neuf. Moi, je pense que c'est ça la question qui est en train de se poser Sampaoli, ou en tout cas la question qui ressort de ces matchs amicaux, c'est-à-dire vraiment le gros changement dans le système, c'est est-ce qu'il y a un neuf ou est-ce qu'il n'y a pas un neuf. Et quand il n'y a pas de neuf, souvent les deux ailiers sont bien moins bons. C'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà. Ensuite, forcément, s'il y a un Lirola ou quelque chose comme ça, je pense que ça va changer. Et Milik, il est revenu à Marseille. Et si Milik est là, en effet, on a tous très 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 envie de le voir parce que Milik, c'est vraiment le meilleur avant-centre qu'on ait eu depuis très très longtemps. Donc un autre message d'Isildur 57. Et toi, ça ne te dérange pas de ne pas voir à ma vie Titu piston gauche? Bah non, étant donné que tu as Luan Pérez, je préfère Luan Pérez. Avec ce recrutement très axé sur les jeunes, aucune place pour les jeunes du centre de formation, toujours aucune passerelle de l'équipe réserve à l'équipe première. Longoria avait communiqué à l'époque sur des news, voilà, des prêts de jeunes en Ligue 2 ou en National. Bon, il y a eu quelques prêts, il y a eu des prêts, notamment un 7 de Filippono. Je pense qu'il a bien besoin d'aller jouer parce que ça fait un moment qu'il ne joue plus beaucoup. Et Nassim Ahmed aussi, il me semble, je pense, ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres prêts. Mais en effet, comme le dit Taxolo, il n'y a pas de passerelle. Et il n'y a pas de passerelle entre les jeunes et le centre, enfin entre le centre de formation et l'équipe première. Et je pense pas qu'on est parti pour prendre des jeunes pour faire comment dire, pour boucher les trous dans l'effectif. Parce que pour moi, c'est un petit peu, alors ça semble être péjoratif, hein, mais c'est un petit peu ce qu'il faut pousser. C'est-à-dire de dire, bah, ok, notre centre de formation, il faut que vous identifiez, coach, quelques postes forts dans le centre de formation et que ces joueurs, ces postes forts dans le centre de formation, soient les remplaçants dans ton équipe première. Mais maintenant, même les remplaçants, on va chercher des joueurs. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du centre de formation. Mais Olivier qui dit aussi, il ne faut pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de jeunes prometteurs pour le moment. Mais est-ce que par exemple, je suis pas Ben, hein, je dis pas que Perrin est meilleur que Balerdi, tout ça, mais est-ce que Perrin ne faisait pas l'affaire en tant que remplaçant, en équipe première? Je pense qu'il n'avait pas fait trop de conneries. Donc c'est des joueurs prometteurs, c'est Camara, c'est Lopez, c'est des mecs qui peuvent jouer tout de suite titulaires en équipe première. Moi je parle pas de prendre des titulaires en équipe première, des joueurs qui ont un peu de ballon dans notre centre de formation, il y en a. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Il y en a. Mais par contre, à l'OM, il n'y en a pas. Par exemple, on parle beaucoup de notre ami. De notre ami Lirola, je sais pas, il y a pas de, on parlait à un moment d'un jeune qui s'appelait Dupont en équipe réserve. Bon lui, il n'a pas sa place. Donc voilà, bon, si on passait à autre chose, oui, je sens que je vais avoir plein de ventes OM et tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ouais, c'est logique, c'est logique. Voilà, bon, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Bon très bien, comme d'habitude. En fait, franchement, sincèrement, moi j'ai vraiment. Mais m'écoutez pas. C'est quoi votre je comprends pas. C'est un peu triste. Je suis un peu triste en fait pour vous. Vous êtes vraiment fatigant et puis en fait ça tourne un peu. Enfin, ça tourne à l'obsession.
Ça tourne à l'obsession, les gars. En fait, il faut vous dire des trucs à la con, c'est ça que vous attendez. Vous voulez qu'on vous dise des trucs. Bah, l'OM est vendu. Et vous savez quoi? J'ai eu un mec qui m'a dit que les Saoudiens, ils étaient là en fait. C'est ça que vous voulez, mais et si on vous dit pas c'est ça, vous devenez complètement fou et vous venez, vous insultez les gens, etc. Vous êtes fou parce que franchement, c'est insultant. Au bout d'un moment, on a vraiment envie aussi on a envie de répondre quoi. En fait, quand on se fait insulter, on a envie de répondre. C'est aussi simple que ça. Et après, vous dites le mec. La moitié des tweets sur la vente OM, ça commence par une moquerie. Donc, comment vous voulez que les mecs qui sont moqués à longueur de temps, et genre ils vont vous répondre en vous disant non mais je t'aime. Ça va. Il y a un moment, faut aussi que lâchez-nous sincèrement. Moi, je suis un mauvais journaliste, les gars. Je suis un mauvais journaliste. Je connais rien. J'ai rien. Je vais appeler des mecs qui sont des mauvais journalistes, qui travaillent dans des titres de presse obscurs. Et ils y connaissent rien. Franchement, ils y connaissent rien. Moi, je suis un vieil final. Donc, ne me suivez pas, ne m'écoutez pas. C'est pas grave. Vous avez raison. Et franchement, mais allez-vous-en par contre, hein, parce que franchement, ça devient fatigant et c'est vraiment très fatigant. Bon, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Donc, j'avais prévu aussi un peu de parler de la presse. Donc de la presse et ben voilà, c'est cet exemple de Sportune. Cet exemple de Sportune, qui est un site tout à fait respectable. Hein, je voulais vraiment pas jeter l'opprobre sur eux, mais en tout cas, ils ont balancé un terme, un chiffre, et on parle de ça. Et en fait, on n'a pas de contexte et on ne sait rien. Et encore une fois, pour avoir passé du temps sur la comptabilité, mon Dieu que c'est compliqué la comptabilité. On ne peut pas juste balancer un chiffre, un terme et dire voilà, c'est ça les gars. Et ensuite tout le monde s'enflamme parce que les gens cherchent des raisons de s'enflammer et des raisons de croire en des choses. Donc il faut faire attention à ce genre de biais et c'est très à la mode et c'est très à la mode notamment parce que on ne lit plus les articles. Parce que sincèrement, si on lit l'article de Sportune et qu'on a fait un peu de comptabilité et qu'on connaît un petit peu les chiffres de l'OM les années précédentes, on se demande bien, bah, ok, il manque des choses. Voilà, ce que j'ai dit, c'est une info lacunaire. C'est-à-dire qu'on a balancé un truc et il manque beaucoup de choses là-dedans. Et ça peut nous arriver même à nous de le faire, hein, sur Football Club de Marseille. On balance des trucs, genre le déficit de l'OM, lorsqu'on a le document officiel devant les yeux, on sort le déficit de l'OM. Voilà. Après, il y a toujours des choses où on dit mais il y a ça. Moi je dis j'ai pas ça. L'info que j'ai, que je suis certain, voilà, j'ai un document officiel, j'ai ce chiffre-là. Donc ensuite, il faut continuer à creuser là-dessus. Et ensuite, il y a les titres aussi dans la presse. Et les titres dans la presse, il y a grosso modo deux grands types de titres. Il y a les titres informatifs où on dit, je sais pas. Euh, Mandanda parle de l'Olympique de Marseille, et puis ensuite tu as le titre, tu as les titres incitatifs où tu vas dire Mandanda balance une grosse pique à son concurrent, ou un truc du genre. Voilà. Donc là tu as deux exemples de titres, et les titres sont de plus en plus incitatifs parce que toute la presse a besoin de vivre et a besoin de vous attirer, et il y a énormément de titres de presse, et il y a énormément de personnes. Enfin, on est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, donc il faut réussir à attirer l'attention du lecteur, et pour ce faire, si on fait un titre informatif, souvent c'est pas ce qui va faire cliquer. Donc il faut essayer que le titre soit un minimum incitatif, et même dans les médias de qualité, on va avoir un minimum ce genre de truc. Donc après il y a des échelles bien sûr de titres incitatifs, informatifs, tout ça, mais ce qui est surtout très important, c'est de lire les articles. Sincèrement, il faut vraiment les lire, il faut les ouvrir, il faut voir la substance, il faut voir si ce qui est écrit vous convainc, si vous dites pas ok mais attends ça c'est un peu bizarre, on me dit un budget de 250 millions d'euros, mais l'an dernier l'OM a dépensé 240 millions d'euros et on me dit que, ou alors l'année d'avant ils ont dépensé 240 millions d'euros et on me dit qu'il a augmenté de 100 millions d'euros, voilà, bon. Il faut ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, et pour ça donc il faut aller lire la presse. Et pour lire la presse,
Alors il y a plein de sites. Par exemple, on a lu un article sur Eurosport. Je pense que Eurosport c'est pas mal du tout, mais je ne sais pas si vous êtes abonné à la médiathèque. Sachez-le, je fais la propagande de la médiathèque, des médiathèques de Marseille, parce que la médiathèque de Marseille, vous vous abonnez, donc selon votre statut, selon il y a différentes offres, selon si vous êtes si vous payez des impôts ou pas, etc. Si vous êtes étudiant ou pas. Et ensuite, vous avez accès ici en ligne. Et en ligne, ça permet notamment d'avoir accès à Caféine. Et Caféine, c'est un portail qui vous donne accès à plein de titres de presse. Et tous ces titres de presse, ils permettent bah voilà, c'est des titres de presse quoi. Vous pouvez lire SoFoot, vous pouvez lire France Football, vous pouvez lire Libération, vous pouvez lire ce que vous voulez. Et encore une fois, comme je vous le dis, c'est très très important de lire les articles parce que de temps en temps aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a un article long et puis il y a une petite info qui est sortie parce qu'elle intéresse plus les gens, etc. Et donc il nous manque le contexte et c'est ce qui vous permet d'avoir le contexte, c'est de lire l'article en entier. Et donc ça c'est très très bien. Donc si vous êtes Marseillais, si vous êtes dans le coin, si vous êtes étudiant, etc. N'hésitez surtout pas, foncez dans la médiathèque la plus proche de chez vous, inscrivez-vous. Déjà, c'est un lieu merveilleux, il y a plein de livres, il y a même mon livre d'ailleurs, il y a plein de BD, moi je lis aussi plein de BD grâce à la médiathèque, et puis tous les jours, je peux lire la presse grâce à la médiathèque, donc n'hésitez pas. Voilà, je sais que par moment, ça peut coûter un petit peu cher de s'abonner, et puis là, vous ne piratez rien, la médiathèque paye un abonnement à Caféine, et les journalistes donc sont rétribués par rapport à ça. C'est vraiment, comme dirait Jacques-Henri Hérault, win-win. C'est du win-win là. J'ai vu quelqu'un qui me dit, voilà, Pizzini qui dit tu peux être abonné à Caféine en prenant l'abonnement un an à ses discounts, c'est 50 € l'année. Écoute, je sais pas. Scaba qui dit ma médiathèque c'est un mini Netflix, je peux voir des films depuis chez moi gratuitement. Et oui, c'est formidable. Moi j'ai découvert plein de trucs à la médiathèque. Je vous avoue que j'ai plus de lecteur DVD, mais à une époque je prenais plein de lecteurs DVD. C'est vraiment l'un des endroits, l'un des meilleurs endroits de Marseille, quoi. Pour moi, l'Alcazar, c'est exceptionnel. Et puis, il y en a d'autres. De temps en temps, je peux aller à la Grognarde ou à d'autres endroits. Si tu faisais un top 5, voire top 3 des médias sportifs, bah, tout dépend aussi de ce que tu cherches dans les médias sportifs. C'est-à-dire que si tu cherches de l'instantané, parce que mine de rien, on lit tous quand il y a des news transferts, etc. Il y a voilà, RMC ont pas mal d'infos. Voilà, RMC a des infos, l'équipe a des infos, la Provence a des infos. Après, ça vous le savez déjà. Si je devais comment dire, vous faire des recommandations, bon, il y a SoFoot forcément donc vous pouvez lire sur Caféine si vous vous abonnez à la médiathèque ou dans d'autres endroits, parce que je sais aussi que même il y a certains d'entre vous qui sont abonnés à des box, etc. Regardez ce dont vous avez le droit dans votre box, il y a pas mal de choses. Ensuite, il y a Coparena. Donc c'est nouveau Coparena. Je pense qu'ils ont commencé il y a pas longtemps. On me dit Ultimo Diez qui arrête. Oui, en effet, ils arrêtent l'Ultimo Diez et c'est triste parce qu'en effet c'était un bon média, mais je pense que ils arrêtent un peu comme Didier Deschamps et Laurent Blanc en 2000, c'est-à-dire qu'ils préfèrent partir sur une bonne note que partir quand ça tourne pas, etc. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient expliqué. Bonsoir nos limites 34 300. Et donc je vous disais, il y a Coparena. Donc Coparena, je crois que ça coûte 4 € par mois. Et c'est les mecs qui font vue du banc, qui donc font ça. Et il n'y a pas que eux, parce qu'ils ont depuis recruté pas mal de mecs, dont notre ami Edou et sa chevelure saillante, et qui ont aussi écrit pas mal de livres, tout ça. Donc c'est très intéressant. Je vous recommande chaudement Coparena. J'ai aucun intérêt à le faire, mais je pense qu'ils apportent autre chose, parce que voilà, on parlait de comment dire, euh,
de mercato, de médias qui ont des infos mercato, qui ont de l'info chaude. On en a besoin, mais après on a aussi besoin d'autres choses. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait SoFoot, les cahiers du foot à un moment. Les cahiers du foot c'est toujours très bien. Et là, Coparena, ils sont encore sur autre chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs tactiques. Après, par exemple, ils ont fait des podcasts là sur les qui s'appelle Shortlist. Et ils en ont fait un, par exemple, sur quelques recrues de l'OM. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du football un petit peu moderne. Donc, ça déplaît à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de stats, il y a beaucoup de tactiques, il y a beaucoup d'anglicismes et de choses comme ça. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse et c'est quelque chose en plus. En tout cas, c'est ça qui est bien, c'est quand vous avez quelque chose en plus, quoi, que vous avez un média un peu différent. Donc, je vous conseille ça. Pourquoi personne parle politique dans le foot? Je pense que Romain Molina parle politique quand même dans le foot. Il y en a d'autres personnes. Il y a un compte Twitter qui s'appelle FC Géopolitique, il me semble. Je sais plus comment c'est, mais il me semble que c'est FC, voilà, Football Club Géopolitique. Il a d'ailleurs même écrit un bouquin. Il y a pas mal de monde. Il y en a quelques-uns. J'ai plus les noms là tout de suite, mais il y a quelques personnes sur Twitter qui parlent foot et géopolitique. Il y a quelques livres là-dessus aussi, donc c'est intéressant. Donc Jean Kulki, c'est à combien? Si tu parles de Coparena, je crois que c'est 4 euros. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous conseiller? Parce qu'il y a des tas de choses. Il y a, par exemple, bon, il poste plus beaucoup, notre ami Edu, mais Edu avait, par exemple, fait des vidéos très intéressantes sur le Sampaoli. Ouais, j'ai toujours l'écran d'accueil de simplement Edu. Voilà. Sinon, il y a Lara Fabian. Voilà, la chaîne YouTube d'Edu, c'est très intéressant. Il a voilà ces deux vidéos là, par exemple, comment Sampaoli a fait rêver Séville, Sampaoli un fou à l'OM, pourquoi Sampaoli, pourquoi sa défense à droite doit progresser. Ça date de l'année dernière, mais je vous conseille fortement parce que c'est très très bien. Et voilà, après il y a d'autres youtubeurs, vous devez aussi connaître Willou qui prend un peu le temps aussi de parler de choses. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'actu foot, les médias foot, c'est foisonnant en fait, on sait même plus où regarder et il faut se faire un petit peu son petit cirque personnel et le mieux c'est d'avoir accès c'est de savoir ce qui nous plaît et puis voilà, moi je pense qu'il faut des choses avec comment dire, de la moelle et c'est ce qu'il y a sur SoFoot, sur Eurosport, sur la chaîne d'Edu, sur Coparena, sur ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses et puis faites attention aussi, ne relayez pas des choses, enfin ne vous fiez pas à simplement des éléments ou des infos lacunaires. Voilà. Par moment, il n'y a pas le choix. L'info est lacunaire, c'est-à-dire qu'on a une info et qu'on peut pas, on n'a pas plus. Donc on la donne quand même, mais on n'a pas plus. Donc il faut savoir, ok, bon bah on donne cette info-là, mais elle est lacunaire. Mais sur les choses compliquées comme sur la comptabilité, sincèrement, faut vous fier à des choses quand même assez pointues parce que c'est très très compliqué. Voilà, je pense qu'on a fait 1h37 ou quelque chose du genre. Forcément, je savais qu'on allait avoir un moment vente OM, hein. Il n'y a plus le choix de toute manière. C'est la vie qu'on mène désormais, hein. C'est la vie qu'on mène, c'est la vie vente OM. Qu'est-ce qu'on dit? Il a quoi Fofana? C'est quoi l'histoire avec Fofana? Je vois pas. Tu peux réexpliquer le budget, Anto? Ben, écoute, je réexplique une dernière fois. 250 millions d'euros, le chiffre qui est annoncé par Sportune. Même si ce chiffre est exact, ce chiffre n'a rien de surprenant. L'OM dépensait entre 200 et 250 millions d'euros ces dernières années. C'était le budget et le budget n'est pas en augmentation de plus 100 millions d'euros parce que le budget c'est ce que tu dépenses et que l'OM dépensait entre 200 et 250 millions d'euros et qu'il y a une certaine confusion dans cet article qu'il faut bien comprendre la différence entre budget, recettes et dépenses et je pense que c'est ce qui manque un petit peu et donc on nous dit tacle assassin, match amical Villarreal, grosse blessure, méchant tacle sur Wesley Fofana.
Ça, malheureusement, ça arrive et on a vu que Villarreal, ils étaient quand même un petit peu chauds contre nous déjà. Je les ai trouvés, enfin vraiment, vraiment chauds quoi. Le tacle qu'ils mettent à Payet juste avant la mi-temps. Et donc c'est le même joueur, c'est Foyt, il me semble, l'Argentin, qui après prend un deuxième jaune pour vraiment une faute d'anti-jeu caractérisée. Et, putain, tu vois entre le jaune de Payet qui est déjà orangé et cette faute de jeu caractérisée, et il se prend un rouge et là Emery pète un plomb. J'ai vraiment pas compris. Donc c'était assez surprenant et malheureusement bah voilà, soutien à notre ami Wesley Fofana, ça fait chier pour lui. On est saison terminée pour Wesley Fofana, on lui a brisé la cheville. Ah ouais, c'est direct quoi, il y a déjà le truc et tout. Bon bah voilà, c'est très triste pour lui. Putain, il devait partir au Real. J'ai pas du tout suivi ça, mais je sais qu'il a fait une énorme saison l'an dernier. Et voilà. Donc je vais vous laisser là, les amis, parce qu'on a déjà fait une bonne petite revue de presse. Alors je pense qu'on va plus faire à l'avenir des revues de presse comme ce qu'on a fait sur l'article sur Conrad de la Fuente. On est plus dans cette idée de faire de lire des articles et puis ensuite d'échanger. J'espère que vous vous êtes sentis entendus, les gars, les meufs, tout le monde dans le chat. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va refaire ça très bientôt. Sans doute, normalement, on va commencer à institutionnaliser ça le mercredi à 21h. Je pense que quand il y aura la Ligue des Champions, quand il y aura des matchs, on fera plutôt ça entre midi et 2. Mais voilà, mercredi 21h, ça me paraît bien, ça me paraît être bien pour tous les gens qui travaillent aussi. On nous a dit enfin, sur Twitter, il y a pas mal de mecs qui ont dit pense aux mecs qui travaillent, tout ça. Donc on y pense. Courage à vous. Voilà, et puis on rediscute la semaine prochaine tous ensemble dans la joie, la bonne humeur et la vente OM bien sûr. Allez, ciao ciao.